Merci d'engager une réflexion sur cette question du choix du lieu de vie ou d'existence. Je prendrai un petit peu de temps pour distinguer la notion de vie et d'existence parce que ça m'apparaît important dans notre question. Ce choix du lieu de vie, il est particulièrement important, d'une part parce qu'on se rend compte depuis 20 ou 30 ans combien on a médicaliser en quelque sorte la fin de l'existence, combien du coup on se retrouve à avoir une fusion ou confusion d'un lieu de soins, de traitement avec un lieu qui devient de fait parfois un lieu de vie, ce qui n'est pas sans poser de questions. Cette question de la médicalisation, parfois de la surmédicalisation peut poser des questions. Et puis, ça va paraître d'autant plus opportun, cette réflexion, que je crois qu'une des conséquences des avancées de la médecine en particulier, c'est le fait de produire des fins de vie de plus en plus longues. On est aujourd'hui confronté à la possibilité de vivre sans pouvoir guérir pendant des périodes de plus en plus longues, de plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Et ça vient poser la question du temps, de ce nouveau temps de vie, qu'est celui de la fin de vie. Et donc, il m'apparaît important de réfléchir à la notion de respect du choix du lieu, de ce temps, de l'existence, qui est un temps qui apparaît important. C'est un temps important pour ceux qui travaillent dans ce domaine, on le voit tous les jours. C'est un temps essentiel de la vie que celui de la fin de l'existence. C'est un temps essentiel, parce que c'est un temps où, à forte densité euh, émotionnel, mais aussi spirituel au sens large du mot. Et c'est un temps qui, à mon avis, ne doit surtout pas être escamoté. Et c'est un temps qui ne doit pas être enfermé, en quelque sorte, dans un lieu comme celui de l'hôpital, forcément, me semble-t-il. Alors, quand on dit choix, pour un choix du lieu de fin de vie, ça signifie, si on parle de choix, qu'il y a des alternatives. Et moi, je dois bien vous dire que ces alternatives n'existent pas parfois. Vous le savez, le maintien à domicile, alors c'est dit dans le papier que vous avez associé à l'invitation, le choix du domicile est souvent plébiscité littéralement par les personnes lorsque on les sollicite sur cette question, mais il faut reconnaître que d'une part, l'état l'état de santé de certaines personnes, l'état de dépendance dans lequel sont certaines personnes rendent le maintien à domicile un peu illusoire, et d'où la prudence qu'il faut avoir lorsqu'on s'engage à aider ou à accompagner les personnes dans le maintien à domicile. D'autant plus que les personnes clés, on avait montré ça dans des travaux qu'on avait menés il y a presque 10 ans, plus de 10 ans maintenant, avec l'Observatoire national de la fin de vie. Les personnes clés pour le maintien à domicile, ce sont les proches et des aides à domicile, euh, les, les proches aidants et des aides professionnelles à domicile. Et on voit bien que ces deux ces deux volets de la condition nécessaire du maintien à domicile sont parfois malmenés dans ces situations de fin de vie. Les proches, tout simplement, corrélativement à ce que je vous disais, plus on contribue à produire des situations de fin de vie prolongées, lourdes et complexes, plus le poids repose sur des proches qui régulièrement, à mon avis, ne peuvent pas ou ne peuvent plus assumer un engagement qu'ils prennent parfois au départ. Et puis, sur cette question de l'aide à domicile, je ne parle pas d'hospitalisation à domicile, hein, je parle bien d'aide à domicile, des personnes qui sont là pour ne pas laisser seules finalement les personnes. Vous savez que la France a un déficit incroyable d'aide à domicile. Je vous renvoie au rapport El Khomri d'il y a quelques années, hein, où on montrait qu'il manquait plus de 100 000 personnes à embaucher, mais en fait, ce sont des personnes qui ont un rôle clé, mais qu'on envoie en quelque sorte au casse-pipe dans ces situations de fin de vie, parce qu'on forme assez mal ces personnes, on les accompagne très peu et on les paye très peu.
Donc, du coup, l'attractivité de ce type de métier aussi est assez limitée. C'est un euphémisme de le dire de cette manière-là. Donc, on voit qu'on a développé, et c'est très bien, le versant hospitalisation à domicile, et on va probablement continuer à le développer, et c'est très bien, il y a une nécessité de développer l'HAD, mais ce volet du maintien à domicile, qui est plus un volet social, il est totalement défaillant dans nos structures. Donc vous voyez que quand on dit le choix, de choix, il n'y a pas, peut-être souvent, d'autant que, euh, d'autant que il est montré, alors il y a quand même beaucoup de travaux, tous les ans, le rapport des petits frères des pauvres montre que plus euh, les personnes sont atteintes de maladies graves et évoluées, plus elles vieillissent aussi, plus elles sont seules. Donc, il est quand même assez difficile d'imaginer le maintien à domicile dans des situations de solitude. Vous voyez tous les enjeux au plan éthique, mais au plan social et sociologique, tous les enjeux de solidarité qu'il y a derrière tout ce qu'on est en train de dire. Et puis tous les enjeux qu'il y a en termes d'adaptation du lieu qu'on appelle le domicile à ces réalités nouvelles qu'on est en train d'évoquer. On voit souvent que le maintien à domicile n'est pas possible du fait de l'inadéquation de l'environnement de la personne avec sa réalité. Et donc, il y a des enjeux très forts. Je discutais il y a quelques jours avec le patron de France Biotech pour dire qu'on aurait probablement à réfléchir sur des innovations fonctionnelles, architecturales, domotique, robotique, intelligence artificielle, tout ceci autour du domicile, si on veut répondre à un souhait qui est celui très souvent exprimé de maintien à domicile. Et alors, il faudra trouver un juste milieu entre l'excès de technique, là aussi, et le maintien de l'intimité et de la vie privée. Mais on voit bien qu'il y a des enjeux très forts d'innovation et de recherche, qui ne sont pas de la recherche médicale, mais de la recherche sur l'environnement, qu'il faut penser sur ces questions. Un point que je soulève également dans cette introduction, c'est que quand on parle de choix, lieu de vie, et quand on envisage le choix de rester à domicile, qui dit choix dit éclairage, choix libre et éclairé en quelque sorte. Alors parfois on ne peut pas être libre, je viens d'en parler, quand il n'y a pas de possibilité. Parfois on peut être éclairé sur sa situation, mais est-ce qu'on peut réellement être éclairé quand il s'agit de se projeter dans une situation dans laquelle on n'a pas envie d'être, la fin de sa vie? Est-ce qu'on peut se projeter dans la fin de sa vie et plus encore dans la question de sa mort? Vous le savez, enfin, c'est pas un scoop ce que je vais vous dire, hein, mais la mort n'est pas une expérience, hein. Aucun d'entre nous ne pourra un jour dire moi je sais de quoi je parle. On ne revient pas pour en témoigner. Et précisément, l'absence d'expérience de cet événement majeur fait que ça génère des représentations, une forme d'angoisse extrêmement importante qui, ça a été démontré dans plusieurs travaux, ne fait que croître à mesure que la maladie avance. Et on a donc ainsi des personnes qui font des choix, elles revisitent souvent, voire des choix qui n'arrêtent pas de changer autour de tout cela. Là aussi, plusieurs travaux ont montré combien plus on avançait dans la maladie, plus les gens ont tendance à changer la vie autour du choix du lieu de vie. Et il s'agit, à mon avis, de respecter cela et d'être conscient qu'il y a une forme de subjectivité autour de tout cela qui fait qu'on ne peut pas avoir un avis très éclairé quand on dit je souhaite rester chez moi et y rester très longtemps. Donc il faut aussi inscrire cette temporalité-là dans notre réflexion sur le domicile, me semble-t-il. De la même manière qu'il faut inscrire un autre élément que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est celui des proches. On ne peut pas rester à domicile si on n'a pas de proches, mais on voit chaque année un peu plus combien les proches s'épuisent parfois dans des situations de chronicisation autour de tout cela. Et alors, c'est bien montré en gériatrie, où on montre, par exemple, dans des situations d'altération cognitive chez un des membres d'un couple, c'est souvent le proche qui meurt avant, par épuisement, souvent. Alors, je ne veux pas
faire une translation un peu trop rapide, mais enfin, il faut, fort de cette expérience que l'on a dans le champ de la gériatrie, il faut mesurer combien l'accompagnement des proches est une nécessité corrélative à celle du maintien à domicile. Il y a eu des progrès de fait, on ne peut pas le nier dans les politiques depuis quelques années autour des aides, des aides pour les aidants, mais il y a beaucoup à faire, me semble-t-il, et c'est des enjeux, de mon point de vue, de recherche qui sont extrêmement importants. Donc on voit bien que le choix d'une personne, il est le fruit des autres. Ça peut paraître paradoxal de dire qu'un choix dépend des autres, mais c'est un fait et c'est une évidence, me semble-t-il. Il dépend aussi vous le savez, des professionnels de santé, ça me semble une évidence. Là aussi, il est montré que plus les situations palliatives sont lourdes et longues, en quelque sorte, plus les soignants s'épuisent, plus ils peuvent avoir besoin de pause, de rupture parfois dans l'aide au maintien à domicile. Et donc, il faut penser des organisations et des systèmes souples pour essayer de répondre tout de même, autant qu'on le peut, aux besoins exprimés par les personnes. Je disais tout, tout à l'heure, au début de mon propos, qu'il faut distinguer la notion de fin de vie et de fin d'existence. Parce que si on a une vision très biologique, en quelque sorte, de la notion de vie et une notion très liée à la conscience de soi autour de la notion d'existence, on voit bien qu'on est parfois dans des situations différentes. Je pensais, s'agissant du cancéropole, aux personnes qui présentent des atteintes lentes, longues, liées à des glioblastomes, par exemple. Combien cette pathologie, qui reste quand même un angle mort du progrès, me semble-t-il, j'espère ne vexer personne en disant cela, mais ça m'apparaît être combien cet angle mort est aussi à regarder, si je peux. Il faut éclairer les angles morts quand on veut progresser. Combien là, on a l'illustration du fait que quelqu'un, du fait des traitements, peut d'ailleurs avoir une augmentation de son espérance de vie avec la maladie, mais avec une altération progressive de ses capacités cognitives et de son indépendance fonctionnelle. Et on voit bien que le domicile n'est pas tenable au long cours autour de tout ça, et que nous manquons, alors même que nous avons identifié cela, nous manquons de lieux d'accompagnement de ces situations longues de fin de vie. C'est une des raisons qui fait que dans la stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement, on fait émerger cette notion de maison d'accompagnement parce qu'il y a besoin de lieux tiers, euh, euh, pas uniquement pour cette situation, mais je l'illustre autour de tout cela. Typiquement, le maintien à domicile d'une personne qui présente, par exemple, ce type de pathologie, va engendrer un épuisement très rapide des proches. Surtout que ça touche des personnes relativement jeunes qui ont des contraintes parfois autour des enfants, autour du conjoint et autour de leur propre travail. Donc c'est un cumul d'activités qui est un peu lourd à porter régulièrement, nous semble-t-il. D'autant plus que vous voyez bien, quand il s'agit pour les proches d'accompagner à domicile une personne qui est atteinte d'une maladie grave et évoluée, peu ou prou se pose la question de ce qu'être proche veut dire. Est-ce qu'on est encore proche quand on est amené à torcher le cul de son proche ou de faire des soins ou de faire parfois de se substituer à des professionnels de santé par défaut ou insuffisance d'intervention rapide des soignants. Ça vient modifier, voire pervertir un peu la relation et ça n'est pas très bon, semble-t-il. Dernier point peut-être, dernier point pour introduire un peu cette journée et les réflexions qui vont avoir lieu. Je pense qu'il faut quand même bien distinguer le choix du lieu de fin de vie du choix du lieu de sa mort. Quand on parle de fin de vie, on parle de vie. On parle donc d'un temps qui augmente, comme j'essayais de vous le montrer tout à l'heure, sur lequel on peut avoir une prise en quelque sorte. Le lieu de la mort, ça vient poser d'autres questions. Est-ce que nos sociétés sont faites aujourd'hui pour que la mort puisse se dérouler dans un lieu de vie?
Est-ce qu'il est possible, dans nos sociétés contemporaines, d'intégrer la mort dans le chez-soi, en quelque sorte? C'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas forcément s'arc-bouter sur le maintien au domicile des personnes en toute fin de vie et pour leur mort, entre guillemets, sauf si c'est possible et souhaité, entre guillemets. Mais c'est à bien distinguer du lieu de fin de vie qui est un lieu, un lieu qui va être investi pendant un temps de plus en plus long, me semble-t-il. Je termine vraiment cette fois pour dire que euh, il y a une autre question qui va se poser. Tu citais le débat parlementaire sur une évolution éventuelle du droit sur l'aide active à mourir, qui a été arrêté, qui probablement reprendra, si j'ai bien compris, ou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. La question du choix du lieu de vie, elle va croiser cette question de l'aide éventuelle, du lieu de l'aide à mourir. Et je pense que dans les débats parlementaires, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment investi et qu'il doit l'être, parce que autant on peut, on a bien compris la réserve tout à fait légitime des professionnels de santé à investir un acte qui vient interroger ce que soigner veut dire. Est-ce qu'administrer un produit létal peut relever du soin? C'est une vraie question. Je propose que des questions restent des questions d'ailleurs. Hein. Il est mieux de se les poser, ces questions-là. Mais le lieu de cette éventuelle aide à mourir qui ne pourra, dans ce que j'ai compris des textes, ne correspondre qu'à la réponse à une demande ayant été analysée comme l'expression d'une volonté confirmée d'une personne. J'insiste parce que ce sont des nuances essentielles. Est-ce que ça relève d'un lieu de soins? Est-ce que ça relève d'un lieu de vie? Qu'est-ce que c'est que cet acte? Vous voyez on va compliquer, me semble-t-il, compliquer au sens intéressant, la discussion sur le domicile en introduisant cette dimension de l'aide à mourir. Je ne suis pas dans un registre partisan en vous parlant de tout cela. Ce n'est pas le sujet pour moi. C'est comment on anticipe ce que l'on sait pouvoir ou devoir advenir dans les mois ou les années qui viendront et comment on réfléchit, par exemple, à la place du domicile autour de ces questions-là, m'apparaît quelque chose de très important à penser pour ne pas être contraint, en quelque sorte, si ces évolutions vont dans le sens de ce que je viens de vous dire. Voilà quelques mots introductifs à cette journée. Je ne sais pas si ça répond à votre attente ou à votre demande, mais ça me semblait important d'avoir un champ assez large autour de cette question du domicile et de cette question du choix pour pondérer un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être totalement maximaliste en disant je fais un choix, c'est mon droit. Tout ceci est à pondérer avec la réalité que j'ai essayé de vous décrire, qui est beaucoup plus complexe. Merci.